Il n'y a rien de plus faux, ainsi parlait le ministre Gilbert Bahara. Le pétrole guet a été pourtant l'un des sujets phares de 2020 au Togo. En abandonnant cette triste année, les Togolais doivent-ils aussi oublier à jamais les péripéties du scandale des importations du pétrole au Togo? Si 2020 a porté sur les importations de l'or noir au Togo, 2021 va-t-elle être celle de l'extraction? Le Togo produit-il du pétrole? C'est une question qui a toujours existé. Elle a été relancée ces jours par les émissions d'une chaîne de télévision israélienne. Au Togo, certains croient dur comme fait que le pays serait un producteur de pétrole. Qui pour répondre qu'il n'y a rien de plus faux? La semaine dernière, les ministres ont abondamment fait le service après-vente des 100 jours du gouvernement. Qu'est-ce que les Togolais ont fini par retenir des réalisations et des défis qui restent nombreux dans le pays? L'autoroute Lomé-Sinkassé va-t-elle être effectivement réalisée? Dans l'immédiat, la vie et la sécurité des Togolais vont-elles demeurer la priorité des autorités face à la pandémie au coronavirus? Depuis bientôt un an, elle multiplie les initiatives. Gouvernement, conseil scientifique et comité riposte Covid restent en offensive puisque les chiffres de la pandémie au Togo n'ont jamais été aussi forts. Tenez, 650 cas en seulement 3 semaines dans le Grand Lomé. Le Grand Tône n'est pas du reste puisqu'il cumule 266 cas sur la même période. Généralement, après la pluie, c'est le beau temps, mais les traditions des fêtes n'ont jamais respecté le même principe. Après les fêtes, surtout celles de fin d'année, c'est le temps des vaches maigres, de la mévente et de la rareté des billets de banque. En période de pandémie, la logique a voulu plutôt corser les effets du virus. Du coup, les combattants de la Covid au Togo seront-ils forcés dans un avenir très proche à serrer un peu plus le vis? Au Togo et ailleurs dans le monde, les mesures de restriction soulèvent bien de remous. On parle de plus en plus d'atteintes aux libertés individuelles. Fermer les églises et les bars, encadrer les célébrations funéraires et festives, boucler les localités et instaurer des couvre-feux, le Togo a déjà tout essayé. Le pays affiche fièrement un classement d'un institut le plaçant premier pays de la sous-région aux indices Covid. Si tout a déjà été effectivement essayé au plan sanitaire, la nouveauté au Togo vient du monde politique. Le pays veut essayer des élections régionales. C'est pourquoi il a créé récemment la concertation nationale entre acteurs politiques. Quelles sont les chances de la nouvelle structure? En vérité, le Togo aime bien les sigles, mais comment expliquer que de l'économie au social en passant par l'agriculture et la politique, les résultats restent mitigés, y compris en sport. Cette semaine, les éperviers ont échoué aux portes d'une qualification pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Que de suspense à Limbé, que d'intenses émotions à Lomé et ailleurs dans les villes du Togo. Le Togo, c'est aussi les récompenses de Togo Top Impact. Plusieurs personnalités, structures et acteurs ont marqué la vie du pays en 2020. Certains ont été nommés puis primés ce samedi à Lomé. La personnalité de l'année est le colonel Djibril Mohamed. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Notre invité vient du cas Togbu Sylvain Dagban. Les contacts du D12 196 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudouyo Togbu Dagban. Sylvain, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Je rappelle que vous êtes un des responsables du comité d'action pour le renouveau, mais aussi vous êtes architecte, n'est-ce pas? Au fait, je suis urbaniste de mon état et je suis donc urbaniste de mon état et l'urbanisme englobe en partie l'architecture, donc me restreindre à l'architecture uniquement me ferait défaut. Nous allons évoquer un sujet qui a été une curiosité pour un certain nombre de Togolais, à savoir cette vidéo tournée sur la lagune de Baie. On vous a vu il n'y a pas très longtemps dans un petit bateau. Racontez-nous cette histoire. Bon, en fait, le marché de la construction et bâtiments devenant très serré, j'ai pensé qu'il valait mieux débrancher sur la construction navale. Et c'était mes premiers pas donc, dans ce domaine. Et j'ai eu à construire le tout premier. Puis, je suis à ma 3e construction actuellement. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de l'activité ou des activités sur la lagune de Baie? Bon, en fait, ce n'est pas fait pour la plaisance sur la lagune. Je voudrais exporter mes expertises et au lieu de faire la plaisance, j'aimerais quand même les exporter vers les pays voisins, notamment le Ghana et la Côte d'Ivoire,
et pourquoi pas sur le fleuve Niger. J'ai commencé les contacts au moment où Covid est venu arrêter tout avec la fermeture des frontières. C'est clair que la plaisance fait référence au plaisir. Vous voulez dire que les Togolais n'ont pas droit à ce plaisir? Bon, au fait, nous ne mangeons pas à notre faim pour pouvoir épargner et comment on appelle, payer nos loisirs. Donc, le loisir a un prix. Et dites-vous que en ces temps-là, le passage de 30 minutes sur la lagune était à 500 francs. Mais les gens n'arrivaient pas à payer ces frais-là. Et c'est ce qui fait que si nous voulons faire de la plaisance, nous tournerons rapidement à perte. Donc, j'aimerais plutôt faire valoir mes connaissances en la matière et puis au moins exporter quelque chose du genre made in Togo, pourquoi pas. Ça fera honneur à mon pays. Oui, quand même, c'est gênant à vous écouter et que finalement, on a de l'expertise au plan local et cette expertise va être transportée ailleurs. Bon, mais nous ne quittons pas pour aller le faire ailleurs, mais nous produisons sur place pour les faire valoir ailleurs, puisque notre pays ne peut pas consommer. Parce qu'aujourd'hui, rares sont ceux-là qui peuvent se l'acheter et pour des activités de pêche éventuellement sur un certain nombre de fleuves de notre pays. Et il n'y a pas que les bateaux, il y a les bassins flottants également, les bassins piscicoles flottants. Et j'avoue que le marché sur place ici est très limité. Donc j'aimerais être plus ambitieux et scruter les marchés extérieurs. Il peut arriver que il y a des bonnes volontés qui aimeraient soutenir cette entreprise et elles seront les bienvenues pour qu'on puisse également s'ouvrir au marché intérieur. Ça coûte combien ce bateau? Disons que des bateaux du genre à l'international sont dans l'ordre de 30 à 50 millions parce que c'est un bateau de 12 mètres. Mais pour moi, le prix est à 15 millions. Donc vous voyez à peu près la compétitivité de notre prix par rapport à l'international. Oui, quand vous parlez de 15 millions, ça doit faire sourire dans certains milieux quand même. Oui, pour le Togo, vous voulez dire que pour le Togo, il est difficile de trouver 15 millions et de faire des bateaux? Dans tous les cas, les gens qui ont les moyens se cachent, puisqu'on est dans un pays où tout le monde se cache. Voilà. Vous avez dit aussi quelque chose qui est important. Il y a de plus en plus ce constat-là, que les gens rapportent, les Togolais ont du mal à manger et ils n'ont pas la possibilité de se donner des loisirs. Alors qu'un homme, en réalité, c'est un tout. Si l'homme ne peut pas se donner des loisirs, c'est quand même difficile. C'est une limite et ça agit sur le vécu social. Et vous verrez qu'il y a de plus en plus de grossesses non désirées et des avortements par-ci, par-là, parce que les gens se rabattent en termes de loisirs sur leur compagne, leur conjointe, ainsi de suite. Nous n'avons pas les moyens. Le Togolais moyen gagne combien? Et notre SMIC est à combien aujourd'hui? Si on nous parle de 33 000, quelqu'un qui gagne 33 000 va s'offrir 35 000. 35 000, ok, va s'offrir quel loisir? Et même jusqu'à 50 000. Vous allez voir la classe moyenne stagner entre 50 et 200 000. Mais 200 000, c'est les frais de carburant, mon cher ami. 200 000, c'est les frais de loyer. Et si c'est votre solde pour tout un mois, vous allez payer le loyer dedans, faire le déplacement et tout, vous aurez quel loisir? Le Togolais trime. Et c'est pour cela que nous raisonnons petit, nous faisons petit, nous construisons petit, nous mangeons petit. Allez voir dans d'autres pays, et ils ont une hauteur sociale donnée. Et lorsqu'ils parlent, ils parlent avec assurance. Le Togolais est frileux. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Et c'est pour cela que parfois les gens nous comparent à des poltrons. Nous ne réagissons pas en toute responsabilité. Nous faisons tout petit. Est-ce que c'est le fait de l'histoire? Ce n'est pas le fait de l'histoire, mais c'est, disons, un fait social. Et beaucoup de générations, à partir d'un certain moment, beaucoup de générations ont contribué à cela. C'est un fait social. Si je dis histoire,
nous allons remonter à plus tard, mais nos aïeux l'avaient vécu mieux. Moi, dans la localité dans laquelle je suis chef, à un moment donné, on l'appelait par un autre nom, en référence à la richesse locale qui s'y trouvait. Puis, petit à petit, la gestion du pays étant ce qu'elle a été depuis la nuit des temps, donc les richesses locales là ont commencé par s'amenuiser jusqu'à se réduire au strict minimum. Aujourd'hui, dans un pays où l'économie n'est pas assez ouverte, où tout est embrigadé d'une manière ou d'une autre, parce que l'informel même est taxé aujourd'hui. Or, lorsqu'on parle d'informel, ce n'est pas une activité sûre. Lorsque vous prenez les petits artisans au bord de la route et lorsqu'on les impose, c'est difficilement qu'ils peuvent s'en sortir. Donc, or, c'est l'informel qui est qui fait les 60% des activités économiques. Mais lorsque cet informel est en train de trimer, ma foi, c'est l'économie également qui en pâtit. Et ça rejaillit sur le social. Donc, voilà à peu près... La conséquence, c'est que, vous l'avez dit, le Togolais, il est frileux, il pense petit, il raisonne petit, et il apparaît petit dans un petit pays. En réalité, le Togo est un petit pays. Mais quand on fait les comparaisons avec un certain nombre de petits pays dans le monde, les petits pays, en réalité, doivent mieux se sortir. Quand on prend la Suisse, c'est un petit pays. C'est pas pour rien que certains ont fait des rapports ou des comparaisons avec la Suisse, en prenant le Togo comme la Suisse de l'Afrique. Et justement, c'est ce qui explique, lorsque les territoires sont à une échelle plus petite, cela explique les décentralisations. Parce que si c'est à l'échelle macro, vous ne pourrez pas tout embrasser. Et c'est pour cela qu'on morcelle tout un territoire en petits territoires pour justifier les décentralisations. Le Togo est à une échelle maîtrisable. Mais à l'intérieur, nous ne jouons pas franc jeu. Et ça fait qu'il y a une grande masse, une grande partie de la population, une forte majorité qui trime dans la pauvreté, alors qu'une petite portion, une petite partie de cette population est dans l'opulence. Donc ce déséquilibre économique jaillit immédiatement sur le social et le quotidien. Quand on évoque cette petite portion qui vit dans l'opulence, ça fait tout le temps référence à une célèbre déclaration du chef de l'État et une minorité. Il n'a pas dit à tout hasard. Oui, sur la question de la minorité, c'est une question qui demeure malheureusement, puisqu'elle est souvent répétée ici. Et comment la régler? Justement, il faut que les revenus soient partagés équitablement. Il faut que le territoire rapporte aux citoyens. Mais tout porte à croire que le citoyen est à la marge de la gestion du pays. Nous sommes en marge et beaucoup de décisions tombent sur nous sans qu'on ne puisse sans qu'on ne puisse participer réellement ou influencer. On dit le débat se passe à l'Assemblée, mais l'Assemblée aujourd'hui est d'un côté. Qu'on le dise ou qu'on le veuille ou pas, c'est d'un côté. Donc le débat n'est plus un débat équitable, mais c'est un débat qui est unidirectionnel en quelque sorte. Ceci dit, ceux qui colorent donc cette assemblée-là, c'est à eux les lois. C'est eux qui font les lois. Et la grande majorité qui ne se retrouvent pas dans cette assemblée pleinement, ils subissent les lois qui se font et qui se refont. Donc le pays n'est plus vraiment géré pour tout le monde. Moi, je ne me sens pas pleinement dans cette gestion parce qu'il y a beaucoup de décisions, beaucoup de dispositions qui ne nous mettent pas à l'aise. Beaucoup de déclarations. Tout à l'heure, vous avez évoqué les cas de contamination et autres là. Et même moi, je les vois venir. Nous allons en parler dans un instant. Nous allons en parler. Si on ne commence pas déjà à nous préparer, ce n'est pas pour rien. Je les vois venir. Nous allons en parler. Ne vous
vous en faites pas. Nous parlions de la lagune de Bé, et c'est ça qui nous a amené en réalité à, oui, mais à vous savez arriver. que cette lagune peut profiter plus. Justement, sur le gâchis, là, beaucoup de gens parlent de gâchis. La lagune accueille combien de caniveaux? Combien d'égouts? Je vais parler aussi des égouts. Parce que les égouts, c'est les drains des eaux vannes, les eaux des WC et autres. Mais il y en a plusieurs. La lagune est devenue l'exutoire de beaucoup d'égouts qui la souillent chaque jour. Mais vous voulez dire que des Togolais... Du coup, par les Togolais, il y a des drains officiels qui ont été construits par l'administration depuis un certain temps. Et en période de pluie, vous ne pourrez pas être dans le voisinage. Mais si à un moment donné, on avait voulu encourager ou inciter certains à aménager les abords, c'est à dessein, puisqu'il y avait un problème environnemental énorme. Et malgré les aménagements des abords, la pollution à l'intérieur, vous ne pourrez pas... Il ne s'agit pas seulement de venir enlever les herbes aquatiques au-dessus, mais l'eau même est souillée par ces exutoires-là qui sont lancés dedans, et cela ne favorise pas également la population aquatique. Ce n'est pas tant l'exploitation abusive des pêcheurs, mais il y a également cette pollution-là qui ne favorise pas la multiplication de cette population aquatique. Et bien, il ne faut pas également laisser la lagune à son simple sort ou à sa simple fonction d'eau régulatrice et d'eau de plan naturel ou à sa simple fonction de fourniture, de fournisseur de poissons. Mais il faut que cette lagune-là serve à beaucoup d'autres choses. Nous n'allons pas nous épiloguer là-dessus, mais on y reviendra. Au Bénin, par exemple, on parle de lac à Yémé, ou en Côte d'Ivoire, on parle de la lagune ébriée qui sont activement utilisées, notamment la lagune pour allier un bord à l'autre. Mais pour ce qui concerne la lagune de Lomé, est-ce que finalement, ce n'est pas un gâchis? C'est un gâchis du moment où on a sectionné cette lagune-là en plusieurs lacs. Et il n'y a pas de pont aérien qui puisse permettre le passage d'un lac à un autre. C'est vrai que le fait de vouloir sectionner et de réduire, de créer un canal, c'est sur un plan d'assainissement. Il faut rendre l'eau beaucoup plus courante. Et lorsque l'eau est dynamique, elle traite naturellement en profondeur. Ça, oui. Mais quitte à faire traverser ça par des voies, sans que ces voies ne soient aériennes, nous nous posons des questions. Or, on aurait pu faire des ponts aériens que cette lagune peut être utilisée à des fins de transport. Aujourd'hui, c'est sectionné. Vous faites 300 mètres, vous tombez sur un blocus. Donc, ça ne peut pas servir au transport, mais ça ne peut que servir à la plaisance. C'est tout. On a réduit cela à la plaisance et à la pêche. Ce que vous voulez dire en clair, c'est qu'il y a possibilité, par exemple, de dégager la voie qui passe du lycée. D'en faire des ponts aériens. Et que la voie passe carrément par-dessus. Voilà, et du coup, les bateaux peuvent l'emprunter de la douane jusqu'à au moins Kanyikopé aujourd'hui. Et si il y a un programme qui puisse quand même faire prolonger le canal lagunel là jusqu'à Aného, pourquoi pas? Ou le prolonger et mettre ça dans le Zion. Puis du Zion, on atteint le lac Togo et du lac Togo, on est à Aného. Ça peut servir. Mais ne pas le faire, c'est manquer quand même d'imagination et d'ingéniosité. Or, c'est possible. C'est un rêve donc que vous exprimez là. Je rappelle que après votre vidéo, nous avions vu une autre vidéo également
Et à bord de cet autre bateau, c'est le conseiller municipal Zep Kouete qu'on a vu. Et on sait que actuellement le Togo est en train d'expérimenter une politique de décentralisation. Est-ce que depuis, vous par exemple, vous avez pris contact avec les nouvelles autorités municipales ou discuté éventuellement avec l'autopromoteur Zep Kouete qu'on a vu également piloter un bateau sur cette lagune? Bon, en fait, du moment où mon ambition était tournée vers l'extérieur, je n'ai pas engagé des discussions ou des contacts. Mais dernièrement, avec le bateau qui est bloqué sur place et que j'avais voulu bien l'évacuer vers Abidjan, j'envisage plutôt remettre ça sur le lac Togo pour que cela serve au moins au transport au niveau des deux rives du lac, au niveau du lac Togo. Donc, je suis en train de terminer les travaux tout autour pour ensuite les approcher et les inviter à apprécier. Et il y aura forcément une petite inauguration, puisqu'on est dans les restrictions, donc à laquelle je vais les inviter pour qu'ils puissent apprécier les performances. Et après, je prendrai attache avec surtout la municipalité de Togoville à cet effet. Et si elle agrée, alors nous transporterons le bateau sur le lac Togo pour que ça puisse aider au transport. Vivement que ça puisse se réaliser, mais dans l'immédiat, les Togolais sont confrontés, comme tous les terriens, à la pandémie, la Covid-19. Et c'est l'actualité dans les grands médias aujourd'hui, au point que certains, finalement, soient fatigués de regarder même les télévisions, parce que parfois les chiffres font froid dans le dos. Certains même sont fatigués d'en parler. Est-ce que cela vous arrive aussi? Bon, moi, je n'ai jamais cru à cette pandémie. Qu'on parle de pandémie, sans parler d'épidémie dans nos pays, parce qu'au Togo, nous avons 72 cas. L'épidémie, normalement, s'apprécie à la lumière du nombre de décès. Ce n'est pas par rapport au nombre de contagions. Alors, quand on dit 72 décès en 10 ou 11 mois, moi je leur dis même d'envoyer ça à 200 décès. Ça ne fait pas encore un décès par jour. Pour qu'on parle même, un décès par jour, ce n'est même pas encore une épidémie. Et on nous tape dessus, on nous restreint comme si c'est la plus grave des maladies dans notre pays. Et surtout que c'est à l'échelle internationale, je me dis, ben, il y a un deal là qui ne dit pas son nom. Et lorsque je vois dans les autres pays, des gens contestent, lorsque des grands scientifiques qui avaient eu à contester ont été assassinés, ça et là, il y en a eu plusieurs, que ce soit en France, en Russie, en Chine, au Japon, aux États-Unis, les vrais contestateurs de cette pandémie, certains ont déjà été assassinés sans raison. Et généralement on dit, c'est courant une bagarre, on vient voir les corps comment on l'appelle, bon, ça laisse poser plusieurs questions. Pourquoi ces gens-là meurent? Pourquoi on les assassine? Souvent c'est par balle. Et lorsque nous avons vu le professeur Raoul, comment on s'est rué sur lui pour le descendre, le critiquer de façon à le honnir, le monsieur a tenu bon. Et aujourd'hui, ce qu'il a dit, c'est cette même prophylaxie qui se fait dans nos pays. Mais je suis étonné. Puis lorsqu'on se rappelle, Madagascar, avec le président Anchouel, tout ce qu'on a déversé sur lui, toutes les critiques acerbes, puis à la fin, on fait comme si on admet également sa prophylaxie. Nous devons nous poser des questions. Mais ce que vous donnez comme exemple, quand vous évoquez le professeur Raoul il s'est lui aussi trompé par moment. Pourquoi? Sur la survenance ou non d'une deuxième ou troisième vague, par exemple, lui aussi n'était pas convaincu. Non, mais vous y croyez la deuxième vague? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans les pays européens, là,
il y a déjà la grippe saisonnière qui les tue par centaines de milliers tous les ans. Et on ne les publie pas. Ben aujourd'hui, qu'on parle de Covid, que ça vienne subitement, on ne sait d'où, ben alors on publie des chiffres rocambolesques. Et c'est dommage. Lorsqu'on dit 14 000 morts en une journée, on les a enterrés où? Par exemple, tant pour l'Afrique du Sud. C'est des effets d'annonce. 14 000 morts, ben, plusieurs quartiers seront concernés. Mais pourquoi dans nos quartiers, dans nos maisons, on ne sent pas cette affaire? Et que c'est non, mais en fait, on n'est pas dans les mêmes dimensions quand même. Non, n'empêche. Quand vous évoquez les 14 000 morts ailleurs. Oui, mais ailleurs, 14 000 morts, beaucoup de centres seraient concernés. Ça va être visible là, 14 000 morts. Non, mais en fait, vous voulez qu'on montre chaque fois... Non, mais il faut on se cache pour les enterrer. Non, mais en fait, vous n'avez pas vu d'image. Vous n'avez pas vu d'image. Non, les images peuvent quand même se fabriquer. Hein. Vous savez, l'informatique a évolué aujourd'hui. Mais pourquoi on ne laisse pas alors vérifier? Moi, j'ai tenté d'aller à notre hôpital régional. J'ai tout dit pour vérifier. J'ai voulu voir de visu. Pourquoi on ne laisse pas? Et souvent, vous voulez voir, on donne des cas, on dit la personne là est décédée de Covid. Mais l'entourage est sain. Alors que c'est une maladie très contagieuse, telle qu'on le dit. Au point que s'il y a un décès, on interdit à la famille même d'approcher ou de regarder. Mais ce que vous dites, ça veut dire que vous êtes sceptique par rapport à ce qui... Je suis très sceptique, je ne vais pas le cacher. Je suis sceptique par rapport aux chiffres, par rapport même à la virulence de cette maladie, parce que nous n'observons pas ça dans nos quartiers. Nous n'observons pas ça dans nos maisons. Et à chaque déclaration de décès sous Covid, il y a toujours une critique. Mais en fait, moi, j'ai vécu 2 cas comme ça, 2 parents comme ça, au moment où l'entourage, ceux qui ont même dormi avec cette dame-là, on les a vérifiés. Oui, mais venant de vous en tant que responsable politique et également chef traditionnel, est-ce que c'est pas dangereux? Ce n'est pas parce que je suis responsable que je ne fais pas dire la vérité. Non, mais vous pensez que ma vérité. Vous pensez que c'est ça la vérité? C'est ma vérité. Mais c'est pas une vérité scientifique, là. Attention, qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous taxez de scientifique? Mais il y a beaucoup de fausseté scientifique, là. Mais je suis d'accord. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un médecin que je ne vais pas connaître de la médecine. J'ai fait un peu de biologie et je fouille. Je fouine dans beaucoup de documents scientifiques. Je suis scientifique avant d'être chef traditionnel ou un homme politique. Mais lorsque nous voyons la vérité en face, sans qu'elle ne soit dite, mais notre obligation, notre devoir de citoyen, c'est au moins de faire valoir notre vérité, la vraie, et de l'étayer. Je vous ai donné plusieurs cas pour étayer cette vérité. Oui, en fait, en période de pandémie, il y a sans doute plusieurs approches. Il y a cette approche scientifique à laquelle peut-être vous ne croyez pas. Vous, traditionnaliste, par exemple, quelle est votre approche? Nous avons fait des rituels, nous avons questionné l'oracle. Si les autres chefs abbés n'ont pas eu le courage de déclarer que l'oracle n'avait pas fait cas d'épidémie, de maladies graves qui viendraient s'abattre sur notre communauté, moi je le dis aujourd'hui, qu'on aille leur demander. L'oracle communautaire, lorsqu'on l'a consulté, qu'est-ce que l'oracle a dit? D'aller entretenir les jumeaux, ceux qui ont les sites pour les jumeaux, d'aller les entretenir, de leur préparer ci et ça, parce qu'il n'y a aucune maladie qui s'abattrait sur notre communauté. Et je parle de ma communauté, les autres, du moins ceux qui étaient les opérateurs, les prêtres, pour se conformer à ce qui se dit, n'ont pas eu le courage de déclarer le contraire. Et justement, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Lorsque vous avez une vérité, faites valoir cette vérité, étayez-la. Parfois, c'est la grande masse qui se trompe. Et ce n'est qu'une minorité qui peut éclairer. Mais lorsque vous mettez également votre lanterne sous les boisseaux, vous êtes tous dans l'obscurité. Mais Galilée, au prix de sa vie, n'avait-il pas quand même, jusqu'à la dernière minute, qu'est-ce qu'il avait dit?
Et pourtant, elle tourne. Mais en fait, devant l'Inquisition, il a au moins eu le mérite de faire valoir cette vérité. Et des siècles après, quand on lui présente des excuses aujourd'hui, c'est tant mieux. Les scientifiques se sont toujours trompés. Donc vous faites partie de ceux qui croient à un complot. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Je le répète une troisième fois. Quelque chose comme ça. Parce que j'attends qu'on arrive à me convaincre. Donc, j'attends qu'on arrive à me convaincre. Est-ce que c'est pas peut-être quelque part que vous avez dit que c'est vrai, vous êtes scientifique, mais vous n'avez pas, par exemple, toutes les données liées à cette pandémie qui vous font dire ce que vous dites là. Vous savez, je fouille tous les jours. Je fouille. Je lis les recherches. Les recherches critiques, je les lis. Et lorsque vous voyez l'approche des gens, c'est des approches vraiment scientifiques. Alors que les autres approches, ceux qui sont pour l'existence de cette pandémie-là, vous allez voir que c'est des échafaudages. Et c'est de façon brute que les gens viennent soutenir leur thèse. Donc, il faut qu'on prenne en considération cette possibilité de complot. C'est possible. Mais si c'est possible, allez également sur ce terrain. Pourquoi ne pas exercer l'épreuve du doute comme nous le faisons? Non, mais moi, je suis à l'aise. Oui, mais en fait, vous n'êtes pas nombreux là. Je suis à l'aise. Non, on ne peut pas être nombreux du moment où ceux qui tiennent ces propos-là font partie du pouvoir, font partie de l'administration. Non, mais en fait, pas tous, parce qu'on a vu plusieurs partis politiques, notamment de l'opposition également, sensibiliser et appeler les populations à se prémunir. Vous parlez de quelle opposition aujourd'hui? Non, mais au Togo, il n'y a pas... Qui est totalement déchirée. Oh oui, mais en fait... Cette classe qui est totalement déchirée, vous parlez de l'opposition traditionnelle ou bien de l'opposition qui, comment on l'appelle, accompagne l'action gouvernementale? Mais là, par exemple, on n'est pas sur un terrain politique, on ne parle pas de ça à l'Assemblée nationale. Vous parlez d'opposition, oui, nous sommes sur un terrain politique. Et aujourd'hui, Covid est plus que politique. Mais justement, c'est l'élément politique même par... et essence aujourd'hui. Ailleurs, par exemple, M. Dagba, ailleurs, on parle d'une guerre avec un ennemi invisible. Est-ce que pour vous, c'est exagéré? Non, ce n'est pas exagéré. Mais sachez que cette guerre a démarré depuis. Et il y a eu plusieurs essais qui n'ont pas pu trouver la communication requise comme aujourd'hui. Mais la guerre biologique contre surtout la race noire, ça a démarré depuis. SIDA, c'était une guerre biologique. C'est fabriqué de toutes pièces. Et aujourd'hui, on nous maintient dans une charge virale donnée pour qu'on n'en guérisse pas. Mais lorsque vous prenez l'hypertension, le diabète, et les arthroses et autres là, c'est programmé. Si je me mets à vous le démontrer aujourd'hui, vous n'en revenez pas. On n'aura sans doute pas le temps pour... C'est aussi une guerre biologique parce que ça devient une préoccupation publique. C'est surprenant, moi-même je suis surpris puisque la plupart des acteurs politiques, quand je parle de l'opposition, vous dites que je parle de quelle opposition? La plupart des acteurs politiques... C'est une opposition qui est très affaiblie aujourd'hui, qui a besoin d'être soutenue pour se relever et ils ne peuvent jamais aller de travers. Ils ne peuvent que ramer. Mais face à un ennemi invisible dans cette guerre contre le coronavirus, en réalité, est-ce qu'on ne doit pas avoir une unité d'action pour vaincre cet ennemi-là? Pour qu'on puisse avoir l'unité d'action, il ne faut pas que nous soyons dans une disproportion. Certains qui ont la décision et qui décident, et d'autres qui subissent la décision. Il y a certains qui gagnent. Mais nous y perdons. On ne peut pas avoir une unité d'action. Entre-temps, on a crié à un accompagnement de tous les acteurs. Mais est-ce que l'accompagnement là est au rendez-vous? Et nous connaissons le Togo. Mais quel accompagnement? En fait, allez-y, quel accompagnement? Il y avait une novicie dans le temps qui avait accompagné les citoyens au temps fort même de la crise Covid. Au moment où on n'avait même pas exigé qu'on porte de masque. Au temps fort, aujourd'hui, que c'est relax
et qu'on exige les masques, est-ce qu'il y a l'accompagnement? Est-ce que les activités économiques ne sont pas effondrées aujourd'hui? Que d'hôtels n'ont pas ouvert? Que des restaurants ne peuvent pas fonctionner? Que de bars sont au ralenti? Alors que c'est la majorité des activités économiques. Cette situation que vous décrivez n'est pas propre au Togo, quand même. Est-ce que nous allons subir ce que les gens nous dictent de l'extérieur? Est-ce que vous avez lu les dernières l'actualité liée au coronavirus? Lorsqu'on dit qu'après les fêtes, non, je suis au parfum qui a recrudescence qui a à peu près 100 contaminations tous les jours, ou plus de 100 contaminations, je dis... Pas tous les jours, on a eu plus de 100 contaminations. Dans tous les cas, je dis... Une journée. Ce n'est pas de nouvelles contaminations. La communication est taillée de façon à nous alarmer. Les gens sont déjà contaminés. C'est au moment où vous allez vérifier que vous, allant nouvellement, vous constatez. Donc là, vous êtes contaminé déjà, vous? C'est possible, mais je ne suis pas malade. Un porteur sain n'est pas un malade, mais tenez bon. C'est au contact de l'agression que l'organisme s'immunise. Lorsque vous ne voulez jamais avoir le contact avec le Covid, vous n'aurez jamais cette immunité. Or, qu'est-ce qui est souhaitable en période de pandémie ou d'épidémie ou de crise sanitaire? C'est que nous allions jusqu'à avoir une immunité collective. Et c'est fini, c'est ça qui est souhaitable. Ce n'est pas parce que vous irez à Dangpen aujourd'hui faire le dépistage que vous trouviez 100 personnes que vous allez dire nouvelle contamination. C'est ce terme de nouveau qui est alarmiste et que je condamne. C'est vous qui êtes allés nouvellement. Les gens étaient déjà contaminés, mais ils sont sains. Et du moment où ils sont sains, c'est qu'ils ont une immunité relative. Et c'est ce qui est souhaitable, qu'on amène toute la population à une immunité collective pour que cette maladie-là disparaisse. Mais si vous ne voulez pas que la population soit au contact et qu'on vous dise fermez le nez, la bouche avec des masques, fuyez, mais vous n'allez pas pouvoir fuir une maladie. Vous n'allez pas pouvoir. Même le fait de fermer les frontières, on va fermer les frontières contre des maladies. Mais lisez le programme des impérialistes pour 2020. Lisez. Depuis les temps immémoriaux de la colonisation jusque-là, tout ce qu'ils ont envisagé, les gens ont ouvert les archives. Ben, c'est ignominieux et c'est tout ça là qui nous alarme. Nous sommes dans leur programme et nous n'allons pas les subir. C'est pour cela que nous demandons aux gens d'aller à l'information, de ne pas attendre que ceux qui sont qui sont en accointance nous dictent ou nous révèlent des faussetés qu'on croit. Bien, merci. On a longuement épilogué sur cette question du coronavirus et on a compris également votre position. Je rappelle que vous venez du cas, quand j'évoquais l'opposition tantôt, vous avez semblé dire un certain nombre de choses. C'est que vous ne croyez pas en ce que vous faites au niveau de l'opposition? Au fait, depuis un certain temps, vous aurez pu comprendre que l'opposition est en déconfiture. L'opposition doit normalement se reconsidérer. L'opposition doit se réconcilier avec elle-même. Auquel cas, ces déchirements ne vont jamais la mettre en bonne posture face au pouvoir. Et je voudrais dire aussi que l'opposition ne doit pas se faire ennemie du pouvoir. Parce que en jouant le rôle d'opposition, vous jouez le rôle de contrepoids, de critique, de veille. Mais lorsque vous vous mettez en position d'ennemi, vous n'irez pas loin. Et qu'est-ce que j'ai compris de l'opposition en Afrique? Je me suis dit que c'est une nouvelle trouvaille à partir de la conférence de la Baule pour mieux toujours nous mettre dessous à chaque 5 ans et mieux nous piller. Alors, les partis d'opposition doivent comprendre ce scénario-là et se reconsidérer par rapport à ça et ne plus aller comment on appelle, à la désolation. Vous savez, à chaque élection, c'est de la désolation. Nous nous mordons le nez, nous nous écrasons et parfois c'est de la stratégie de dénigrement.
on porte même atteinte à la personnalité même de ces acteurs. Et à la fin, on croit se réconcilier. Non. C'est-à-dire que nous devons nous reconsidérer par rapport à ce que je viens de dire, que l'impérialiste nous a mis une matière pour nous endormir. On nous fait de la messe. Vous savez ce que c'est que la messe? La messe, c'est un programme qui permet, dans un premier temps, de t'endormir en te récitant de belles choses. Puis lorsque on t'endormira, on va te faire nourrir de faux espoirs. Puis après, on te joue parce que ton cœur, par rapport à ces faux espoirs-là, se dilate. Alors, il faut te jouer de la belle mélodie, tu danses et on te tire de l'argent et on te renvoie encore à ta misère. C'est ça la messe. Donc, on nous a toujours servi des messes. Mais quand vous dites on, vous placez qui dans on? Lorsque je le dis on, c'est indéfini puisque la classe de l'opposition est également indéfinie. On en a plus d'une centaine. Certaines existent même plus, mais existent de nom quand même. C'est pourquoi j'utilise on, le pronom indéfini. Mais quand vous évoquez l'opposition, l'opposition n'est pas qu'au Togo. Ailleurs dans le monde également, le fait politique exige, si nous sommes en démocratie, qu'il y ait une opposition. Vous savez, ailleurs, en Europe par exemple, ils ont les institutions requises pour canaliser. Ce serait en Afrique que Donald Trump ne partirait pas. Partira s'il veut. Vous comprenez, non? Mais dans nos pays africains, c'est la métropole qui décide de tout. Donc on nous a placé des écrans, nos propres frères écrans, et on nous pille à travers eux. C'est à nous de nous ressaisir pour pouvoir délier ces gens, parce qu'ils ont les mains liées, ils ne peuvent rien faire. Sinon, on les abattra comme Kadhafi. Mais qui? Vous parlez des dirigeants? Je parle de la métropole. Vous parlez de la métropole. Je parle de la métropole. Nos dirigeants. Mais qui sont liés, vous dites? Nos dirigeants sont liés par rapport à la métropole, qui dictent la manière de gouverner. Si je vous dis que même notre budget ne se décide pas ici, vous allez croire? Notre budget se décide à Bretton Woods. Et après, au perchoir, on s'agite pour nous faire croire qu'on va décider du budget. Mais que d'hypocrisie nous avons lu ces derniers temps dans le comportement, du moins dans la gestion et comportementale de nos pays. Vous reposez la question de l'indépendance du continent africain. En tout cas, dans certains pays africains, on s'en sort mieux que dans d'autres. C'est clair que... On s'en sort relativement mieux que dans d'autres. Parce que tous ces pays-là sont toujours sous la coupole des métropoles et nous n'évoluons pas. Nous ne nous élevons pas. Bientôt un siècle, bientôt, je dis bientôt, bon, c'est encore plus loin, mais un siècle d'indépendance, nous n'allons pas être mieux qu'avant. On nous maintient. Entre-temps, c'était l'esclavage qui a été dicté par un pape catholique, Nicolas V, l'esclavage. Et si vous ne le savez pas, je paraphrase sa formule, les nègres sont des sarrasins, donc des diablotins, des êtres méprisables, dont l'existence n'honore pas Dieu. Allez ouvrir les archives, vous allez lire. Allez donc les déposséder de leurs terres et de leurs biens et les exterminer. C'est ça qui a donné le ton à l'esclavage. Et c'est cet esclavage qui continue jusqu'à nos jours. Nous sommes sous esclavage. Entre-temps, l'esclavage a changé de peau pour devenir colonisation, puis néocolonisation. Et lorsqu'on trouve que petit à petit, les esprits s'ouvrent, alors on nous fait croire à une démocratie. Et à travers cette démocratie, on nous oppose avec des conflits fratricides tout le temps. Vous ne pourrez plus vous approcher. L'acteur politique de deux bords différents ne peut plus se côtoyer alors qu'on peut être amis et être dans deux bords différents et continuer cette amitié. Deux frères ne peuvent pas se côtoyer parce que lui il est de l'autre bord. C'est que nous devons nous reconsidérer. C'est ça que je fais. Un nouvel ordre, tout comme pour les gens qui prônent le Covid, il faut que nous ayons aussi un nouvel ordre politique. Nous reconsidérer pour faire face au Covid. Lorsque l'opposition va se reconsidérer, nous allons taire cette action de Covid-là. C'est parce que nous sommes déchirés.
on n'est pas suffisamment aguerri, qu'on ne peut pas se relever et chercher à comprendre mieux dans cette affaire de Covid. Sinon, on bouterait déjà ce système-là dehors. Est-ce que vous ne faites pas une confusion là? Parce que là, vous évoquez Covid, vous évoquez l'unité de l'opposition. Oui. Finalement, je ne comprends pas. Bon, il faut comprendre. Ce que j'ai évoqué, le cheminement des impérialistes jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, c'est devenu une métropole. Et je dis, c'est eux également qui ont forgé cette affaire de Covid. Ok, j'ai compris. Et qui nous entretiennent. Si nous voulons mettre un terme à ça, il faut que l'opposition puisse quand même s'informer, se réconcilier, comprendre pour pouvoir faire barrière. J'ai noté, mais dans votre déclaration ou dans votre développement, quand on vous suit, quand vous parlez du continent africain, vous semblez porter les théories complotistes contre ce continent-là. Mais à une certaine époque, il y a d'autres pays dans le monde qui ont été colonisés et qui s'en sont sortis ou qui s'en sortent mieux que nous. Oui, parce que nous sommes toujours restés sous l'emphase. Vous savez, les États-Unis étaient colonisés par l'Angleterre. Mais à un moment donné, la couronne de britannique a compris qu'il faut petit à petit lâcher du lest. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas colonisés, mais nous sommes comme le prolongement d'un territoire, on est comme annexé. Dans le temps, on parlait France, territoire d'outre-mer, France d'outre-mer. Mais c'est ce que nous demeurons, même si on change la dénomination. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pourrez rien faire sans leur accord. Et ceux qui sont au perchoir subissent cette autorité-là de plein fouet. Nous ne subissons pas. C'est eux qui vont demander la sauce. Et ils savent ce qu'on leur dit. Nous sommes là pour en profiter. On ne sait pas ce qu'ils ont entendu. Bien, merci beaucoup. J'ai noté, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition. Au D12, je rappelle que notre invité, c'est Ogbuy Dagban Sylvain. Et il est du comité d'action pour le renouveau. Il est également urbaniste, si oui, j'ai bien noté. Je rappelle les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. J'ai plusieurs commentaires qui sont laissés. Et je vais avoir également les auditeurs. Allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui, on vous appelle comment? Monsieur Kolani, depuis Aboué. Oui, allez-y. Je salue M. Dagba et félicitations à lui. C'est ce qu'on appelle les connaisseurs, les leaders, les élites. Et il faut qu'on amène le débat. Vraiment, à ce niveau, les élites, qui sont ici à l'école juridique, chaque fois, pour veiller les nôtres. Quand nous connaissons nos devoirs et nos droits, je pense que le pays doit être dirigé comme ça, voire même le support de cette unité. Ça, c'est une lumière. Ce monsieur, je l'apprécie beaucoup. Continuez comme ça, les autres, là. Vos collègues, là, ceux qui ont des diplômes, ils ne servent à rien de dire que je suis diplômé, et ne pas le mettre au service de votre nation. Le pouvoir en place, ce ne sont pas des ennemis. On ne compte pas aux opposants. On s'oppose à eux pourquoi? Pour la mauvaise gestion, pour ce qu'ils pensent que ce n'est pas bien, et on prend ses positions. Donc au niveau de nous, là, les opposants, on se tire entre nous encore. Maintenant, finalement, ça passe à qui? Maintenant, quand il dit qu'il faut qu'on se reconsidère, là. Et moi, je crois dire une reconversion de mentalité. Et tout ça puisse évoluer, c'est l'heure de la lumière. Je dis chaque fois, c'est l'heure de la lumière. Ou bien on le comprend, bien on ne comprend pas. L'avion continue. Et il n'y a pas de rétroviseur. Il n'y a pas grand-chose à dire que de l'utilisation qui n'a qu'à continuer et éveiller les uns les autres. Bien, merci. Puisque vous n'avez pas de questions, Kolani, on vous souhaite un bon dimanche. Après vous, on va introduire un autre auditeur. Allô? L'autre auditeur, est-ce que nous l'avons? Allô? 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 Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Votre nom et puis la question. Je suis M. Gagnon depuis Chicago. Oui, allez-y. Premièrement, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à toute l'équipe dynamique de Pyramide FM. Bien, merci. Je salue également votre invité parce que je suis 100% d'accord avec ces interventions. Que le Seigneur, sa grâce soit et demeure sur nous. Merci. Et avant de parler de Covid, j'aimerais parler plutôt de, comment on appelle ça, l'enquête typhoïde. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enquête typhoïde ne me suit pas? Allô? Oui, non, vous êtes à l'antenne. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enquête typhoïde ne me tue pas? Parce que les gens ne sont pas en train de manger
les deux tiers. C'est ces aides-là qui nous servent la certitude. Et c'est plus mortel que le Covid. Qu'est-ce que c'est que le Covid? Mon cher frère, je vous en prie, que la grâce du Seigneur est sur notre pays, afin que nous soyons au fait délivrés de cette main chaque jour qui fait de ce que les Togolais ont la peur, la crainte dans leur cœur. Bonne émission et bonne journée. Bien, bien, merci. Visiblement, il n'a pas posé de question. Oui, c'est vrai qu'il y a ces questionnements autour de la priorisation faite à Covid par rapport aux autres maladies. C'est vrai qu'il y a cette question. Beaucoup se posent la question de savoir que deviennent les autres maladies. Est-ce que ce n'est pas absurde que par rapport à une maladie qui ne tue même pas autant, qu'on fasse taire toutes les autres maladies? Toutes ces affections-là, on fait comme si elles n'existent plus. Alors que c'est les affections qui tuent plus. Le palu ne tue plus aujourd'hui. Mais pourquoi en moins d'1 an, on a pu trouver le vaccin du Covid et le palu qui fait des décennies, on n'a jamais pensé à en faire une priorité. Pourquoi? Mais posez-vous des questions. C'est que nous sommes là, il faut être philosophe. On n'a pas besoin d'être médecin forcément, mais on a besoin d'être philosophe, nous tous, pour exercer l'épreuve du doute et se poser et faire ce cheminement. C'est votre droit, on a noté votre réaction par rapport à... Je le souhaite à beaucoup de Togolais également. On va retourner au téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. C'est Rodrigue. Rodrigue, allez-y. Ouais. Bonjour à votre invité. Bonjour. Franchement, monsieur Dagon, Agoé, je vous porte chapeau. Merci bien. Chapeau, chapeau, chapeau. C'est sur l'une de ces antennes d'une des radios, je ne veux pas nommer la radio, que vous avez essayé de décrire l'histoire du coronavirus. Et on vous a traité de tous les noms dans ce pays. Je me rappelle. Aujourd'hui, la réalité, elle revient. Elle revient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse éradiquer effectivement à cette maladie? Secondo, l'opposition, je vous dis, on a plus d'opposition au Togo. Nous avons que des mangeurs. On a des ventrus dans ce pays. On n'a plus d'opposition. Je mettons-nous à Dieu et le reste, Dieu le fera. Merci et bonne émission. Bien, merci. Sur la question de l'opposition, c'est vrai que de plus en plus de gens disent ce que vient de dire Rodrigue. C'est effarant quand même, ou c'est inquiétant d'avoir un pays dans lequel on essaie la démocratie et qui n'est pas une opposition assez forte, assez solide. Justement, l'accompagnement critique de l'action gouvernementale est une nécessité. Et c'est du ressort de l'opposition. Mais lorsque l'opposition n'est plus, il n'y a plus de contrepoids. C'est pour cela que face à l'affaire de Covid, il n'y a pas un côté critique. Donc nous devons souhaiter que cette opposition se reconstitue, se reconsidère par rapport disons, à son essence même. C'est qu'il va falloir que cette opposition accepte de se retrouver. Et moi, je me dis que l'opposition est une nécessité pour l'action gouvernementale. Donc, pour le gouvernement, pour le pouvoir. Mais pourquoi le pouvoir ne ferait pas en sorte à les réorganiser, à aider à leur réorganisation? Si vraiment ils trouvent que c'est nécessaire pour aller de l'avant, pour le meilleur du pays, le pouvoir peut les aider à se reconstituer. Vous voulez dire? Mais c'est lorsque vous trouvez que c'est des ennemis que vous allez frotter les mains pour qu'ils sombrent totalement. On a grand besoin d'un ordre politique nouveau dans notre pays, fait d'acteurs politiques beaucoup plus conséquents et qui maîtrisent la fonction à laquelle on les appelle. Mais si c'est juste pour venir occuper un fauteuil, non, je dis non. Ils doivent venir, dans un premier temps, faire de l'ajustage de l'action politique. Lorsque ce n'est pas bien, ils dénoncent. Lorsque c'est bien, ils apprécient. Et ainsi de suite. Ils font des apports pour la bonne gouvernance
ce n'est pas pour venir détruire la gouvernance. Maintenant, entre nous, acteurs politiques de l'opposition, nous devons nous épauler là. Quelqu'un peut donner du sien et l'autre peut en ajouter pour qu'on puisse aller de l'avant. On ne va pas s'épauler pour forcément aller à la confrontation. Lorsque vous parlez de confrontation en politique, je vous dis, ça va vous étonner, on négocie. La politique se négocie. Hier, vous n'allez pas vous entendre sur un sujet avec le pouvoir, mais demain, vous allez pouvoir vous entendre. Et c'est dès les premières heures de la démocratie qu'il y a eu ce dérapage où on instruit l'opinion que être opposant, c'est aller en affront au parti, comment on l'appelle, au pouvoir. Et petit à petit, l'opinion étant éduquée en ce sens, beaucoup d'opposants ont peur de perdre leur popularité si jamais ils veulent revenir à la normale. Mais il faut qu'on revienne à la normale et qu'on instruit l'opinion que l'adversaire politique n'est pas un ennemi à ne pas fréquenter. Et c'est pour cela que les gens fréquentent la nuit et le jour ils crient comme s'ils n'ont jamais été vers ce pouvoir, comme s'ils ne profitent de rien de ce pouvoir. Mais d'ailleurs, à la fin de l'année dernière, il y avait eu des gestes, mais que certains n'ont pas osé déclarer. Il y a eu des gestes. Ah ben, il y a eu des gestes. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a placé ça sous le couvert de remboursement de patati patata. Mais il y a eu des gestes. J'y serais que j'allais dénoncer et dire, ben, nous avions pris temps. Et que quelqu'un refuse. C'est qu'il y a tellement d'hypocrisie. Nous, on n'a pas été aux élections, donc on a dit c'est les partis. Mais ce remboursement-là, est-ce qu'il n'avait pas été déjà prévu? Et je dis, pourquoi c'est aussi tard et courant la fête que ça va se faire? Et puis, les institutions politiques ont quand même des accompagnements. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas, allez fouiner. On ne vous le dit pas. Que l'opinion sache. Quelle institution? Je dis, les partis politiques ont des accompagnements de la part de l'État. Je ne vais pas dire financiers et juridiques, mais ils ont des accompagnements. Bien, merci. Et ils ont un certain nombre de merci beaucoup. Merci beaucoup. On va retourner encore au téléphone. Quatrième auditeur, allô. Allô. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Je salue Togbe Sylvain. Merci. Ma question, oui. Est-ce que c'est un Togbe de juste coutume ou bien un Togbe christianisé? Parce qu'il emploie le nom Sylvain. Et en plus, il parle, je vois que dans ses propos, il aime la tradition. Il fait confiance à la tradition. Moi aussi, j'en doute, mais je prends garde. Parce que ici, dans ce pays, vous plaquez les sans-caches, c'est dans le feu rouge. Les sans-plaques, dans le feu rouge. Les sans-caches, mais dans le feu rouge. On a interdit aux chauffeurs de transporter plus de 5 personnes. Mais l'électricité transporte plus de 6 personnes devant les agents de sécurité. Voilà comment ce gouvernement met du doute dans la population s'il y a vraiment Covid. Les vendeurs de riz, d'haricots, de zobo, de con, ne peuvent pas de cache-nez. Et c'est seulement sur le goudron qu'on vérifie les cache-nez. Voyez, ce qui est bizarre au pays. Voilà. Et je voudrais poser cette question à Togbe. Togbe est le seul Togbe de la ville de Lomé, mais quand dit les restes du Togbe de Lomé. Merci. Bien, merci. Je rappelle que vous êtes Togbe d'Agbamé. Votre localité, c'est où? Adakbamé. Vous êtes Togbe d'Adakbamé. Au fait, aucun blanc n'a été Togbe sur notre territoire pour qu'on parle de Togbe Sylvain. Sylvain, là, c'est un nom qu'on m'a collé depuis ma naissance. Je ne connais même pas ce style. C'est aïeul Sylvain. Alors, je m'en suis départi depuis. Mon nom de Togbe, c'est Togbe Dagban, à Yvon. Donc, le Sylvain, c'est par abus parce que ceux avec qui j'ai fréquenté à l'école primaire m'appellent toujours Sylvain parce que c'est ce nom que j'avais porté. Donc, aucun ancêtre blanc n'a été Sylvain. Alors, aucun Sylvain n'a été Togbe parmi mes ancêtres. Alors, je garde mon nom de Togbe Dagban à Yvon.
Maintenant, pour ce qui est des tricycles, vous savez, nous devons faire beaucoup attention. Lorsque le gouvernement essaye, ce n'est pas le gouvernement, bon, en fait, c'est au nom du gouvernement, mais le système de riposte essaye de diminuer un peu les craintes. Mais si vous doigtez du doigt certaines franges de la population, vous voulez qu'on aille également les comprimer ou qu'on revienne encore au carrefour. Mais ces derniers jours-là, les carrefours sont plus relax, on n'arrête plus. Mais je crois que nous devons accompagner ce relâchement au lieu de vouloir les rappeler à l'ordre pour qu'ils aillent encore remettre les craintes. Et c'est pour cela que pour les bonnes femmes, au niveau de revendeurs de haricots, bon, les gens ne vont pas tout de même porter les masques pour manger. Donc, ne vous plaignez pas. Parfois, le pouvoir cherche à relâcher un peu pour qu'on ne soit pas trop comprimé, pour qu'on ne soit pas asphyxié. C'est ce que je crois comprendre. Seulement, j'ai toujours dit, s'il y a maladie, ces bavettes qui ont des pores 10 000 fois plus gros que les microbes ne vont pas jouer un rôle efficient. La bavette ne protège que de façon virtuelle. C'est dans le mental. On nous l'impose, c'est dans le mental. Mais non, en réalité, elle ne protège pas. Non, mais en fait, la distanciation ne protège en rien parce que le microbe qui est infinitésimal, très léger que le papier là, ne peut pas tomber en moins de 2 mètres lorsqu'il sort. Non, mais en fait, puisque ce papier, si je le mets, je le lâche en hauteur, le papier là va planer sur plus de 2 mètres avant de tomber. Donc, il y a certaines faussetés. Lorsque vous suivez un peu les choses, il y a certaines faussetés qui frisent l'esprit. Mais vous avez suffisamment démontré vos doutes. Voilà. Oui, vous les avez suffisamment démontré. Nous allons permettre aux auditeurs de poser d'autres questions puisque on me signale qu'il y a d'autres auditeurs. Allez-y. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui. Waris, je vous appelle Dazan. Waris. Oui, je salue Tanguy Tanda. Oui, merci. Bon, c'est ça. C'est ça. Et lors du premier confinement, un jeune d'Adapamé aurait été tué. C'est ce qu'on nous avait dit. On a enregistré 4 décès. 4. Ah, ok. Et je parle du jeune Maouli. C'est ça. Donc, je ne sais pas qu'il y a d'autres personnes qui ont été ajoutées. Donc, par les forces de l'ordre et de sécurité. Et aujourd'hui, plus de 200 policiers et gendarmes ont été sévèrement sanctionnés par leur hiérarchie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes soulagés et la justice que nous avons tant demandé n'est pas finalement arrivée ou tombée? Quelle est votre réaction sur ces sanctions-là? Merci beaucoup. Bien, merci, Waris. Je peux aller directement. Oui, allez-y. Mais qu'on pose une forfaiture et qu'on disqualifie des gens après, en quoi je serais soulagé? Au contraire, j'aurais pu même demander que ces gens-là soient, comment on l'appelle, pas révoqués, mais qu'on les reconsidère aussi, comme je le dis pour le truc là, au lieu, parce que en les renvoyant, ça ne nous fait pas revenir notre personne. C'est que ça ne nous soulage en rien. Ailleurs, on vous parlera de compensation financière. Bon, peut-être en partie, ça peut aider à élever cette famille éplorée. Ben, qui n'est pas de compensation, ben, qui est seulement de révocation, je me dis en quoi nous sommes soulagés. Ben, si demain, d'autres forfaitures du genre se passent et qu'après, de façon ronflante, on dit on a renvoyé, et puis nous allons nous frotter les mains et demander que ben, ça puisse continuer. Non. Mais sur la question de... Nous n'en sommes pas vraiment soulagés parce que nous avons perdu un homme, des hommes. Et on nous a souillé notre milieu. Parce que lorsque vous versez du sang,
lorsque vous tordez le cou à quelqu'un, même si le sang, vous n'avez pas tranché la gorge et que le sang tombe, déjà, les plaintes de cette personne jusqu'à ce qu'il rende l'âme, c'est des souillures. Et ça fait abattre des malédictions sur ce milieu. Pas seulement sur les gens. Là, quelqu'un a dit tout à l'heure que je suis coutumier, je suis très coutumier et j'y crois. Alors ces plaintes sont autant de malédictions qui s'abattent sur le milieu et ça crée des blocages de tous ordres. Sur la question des sanctions, quand même, c'est nouveau au Togo que là, des policiers soient sanctionnés et que ces sanctions soient portées à l'attention de l'opinion. Moi, j'en fais une autre lecture. Mais quelle est la lecture? Et cette lecture, ce qu'on attend de l'opinion, c'est ça que vous exprimez. Que l'opinion se sente soulagée et qu'on dise, ah maintenant, la justice commence par changer. Sinon, on ne ferait pas ci. Ah maintenant, le pouvoir se rapproche, est beaucoup plus proche de la population et plaide sa cause. C'est une lecture. Et c'est une annonce qu'on a faite. Et si vous faites la lecture politique, vous comprendrez que ce n'est pas destiné à eux-mêmes, mais c'est destiné à l'opinion. Et ça a réussi du moment où vous applaudissez. Ben que je perde quelqu'un et qu'on renvoie l'autre, même qu'on le tue, je n'en serai pas soulagé. Mais sur les sanctions ne sont pas consécutives forcément à ces décès, parce qu'il y a eu plusieurs bavures forfaits qui ont été commis on aurait même qui sont sanctionnés. On aurait même pu faire ça plutôt que ça allait nous remettre en confiance. Je vous ai dit entre-temps que je vois les choses venir. J'attends qu'ils arrivent. Bien, merci. Le téléphone. Après Waris, allô? Allô? Ah non, mais en fait, si aujourd'hui on cherche à nous rassurer, c'est en prévision d'un nouveau bouclage prochain. Oui, et d'un autre couvre-feu prochain. Surtout que bientôt, on va faire valoir, on va faire augmenter les chiffres. Permettez que je puisse introduire cet auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom? Oui, c'est Roméo. Roméo, vous êtes à l'antenne. Donc, je tiens à féliciter Jean-Louis d'abord. Merci. Pour son intervention. Je pense qu'il a dit certaines choses qui devaient être prises en compte dans le développement communal de notre pays. Ça fait des choses que nous devons. L'auditeur Roméo, on l'a perdu. J'espère que nous allons reprendre quelqu'un d'autre après Roméo. Roméo qui félicitait Togui pour son intervention. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Rodrigue qui revient, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je voudrais apporter juste une musique. Vous savez, dans ce pays, nous savons qui est qui fait quoi et dans ce pays. S'il vous plaît, aujourd'hui, lorsqu'on dit la pandémie, allô? Oui. Lorsqu'on dit la pandémie Covid-19, elle vient d'où? De quel pays? Vous savez que c'est en Chine, à Wuhan. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de régler cette maladie? Et au niveau de nos frontières, nos frontières sont poreuses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Actuellement, il y a au niveau de la savane, la zone est complètement bouclée. Quels sont les mesures d'accompagnement qu'ils ont voulu et qu'ils essaient de faire pour essayer d'accompagner ces gens? Or, nous savons que la région de la savane est la région la plus pauvre du Togo. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il ne s'agit pas de dire on a bouclé, mais c'est tout facile. S'il vous plaît, oui, vous êtes l'une des cadres de figure de ce pays. Essayez de par votre voix lancer un appel au président de la République, le dire. Aujourd'hui, il a fait un discours. À un moment donné, lorsque le Covid est arrivé, je veux rappeler aux électeurs que c'était en mars, mais qu'ils se souviennent de ce qui est également là-bas. Parce que c'est la zone la plus vulgarisée. Et c'est pas évident. On a noté, cher ami Rodrigue, merci beaucoup pour votre intervention. Après Rodrigue qui a fait juste un commentaire, est-ce que nous avons la possibilité d'avoir notre auditeur? Allô? Allô? Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, votre nom? Non, mais en fait, non, c'est pas possible, s'il vous plaît. Oui, c'est pas possible. Ah bon, allô?
Ok. Oui, en fait, on a noté, si c'est juste pour féliciter Dagban, c'est noté. En réalité, vous êtes du cas et on sait que vous avez perdu votre président depuis bientôt un an. Oui. Bientôt un an. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que depuis Maître Yavia Gouibon, il demeure dans une morgue, quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Oui, mais en fait, beaucoup ont pensé qu'il allait être enterré depuis. Mais par combien de personnes? 15 personnes? Nous qui nous retrouvons en lui, ces militants et autres, ben, nous faisons plus de 15. Ben, vous voulez qu'on interdise à ceux qui se retrouvent en lui de ne pas venir lui rendre son dernier hommage? Donc, ça ne peut pas être autrement. Alors nous attendons. Et on se dit peut-être qu'il plaise à Dieu et à nos autorités que vivement on comprenne quelque chose et que la restriction soit levée à partir de fin mars, que ça ne soit plus reconduit, et alors nous allons procéder aux obsèques réelles. Nous ne voulons pas l'enterrer dans l'anonymat. Bien, merci. Allô? 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 Oui, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui. Allô? En fait, je crois que c'est un avis qui a réussi à s'introduire à l'antenne. On va retourner aux questions des internautes. Il y a cette question de Thompson Daï. Lui, sa question porte sur la position du cas par rapport aux prochaines élections régionales. Question de Thompson Daï. Au fait, lorsqu'il y a eu l'élection, tous les partis sont censés quand même vouloir participer, mais dans des conditions requises. Je ne suis pas mandaté par mon parti en venant ici pour dévoiler un certain nombre de positions, alors je me retiens. Mais c'est que tous les partis doivent quand même faire bouger leur état-major de façon à vouloir participer. C'est comme un examen auquel on appelle tous les élèves. Mais il faut que les conditions soient requises. Et si vous suivez bien les interventions des sommités de notre parti, et nous nous accordons toujours sur l'amélioration des conditions. Allô? Bonjour. Non, mais Rodrigue, pour la 13e fois, non, mais en fait, Rodrigue, permettez à ce que d'autres personnes puissent intervenir dans l'émission, s'il vous plaît. Vous avez eu suffisamment du temps pour vous exprimer une première fois et puis une deuxième fois. Et si d'autres auditeurs peuvent également avoir cette possibilité-là, il faudrait, je crois, la leur accorder. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, votre nom? Bonjour, Tabou. Bonjour. Oui, c'est John. John, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui. Mais effectivement, mon fils me dit tellement de cette maladie. Hein. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de maladies ici en Afrique. Malheureusement, lui aussi, John, on l'a perdu, John. Mais réessayons un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Yoshua de Zagreb. Yoshua. Oui. Oui, allez-y. Oui, j'ai salué Togoué. Oui. Puisque vous êtes quelqu'un dont j'admire votre position, j'aimerais vous demander, si on réfléchit à faire une petite parole. Et par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a certains pays qui ont profité de ça pour se développer. Allô? Oui. Okay. Cette épidémie-là, ça arrive. Heureusement pour nous, les pays africains, on ne subit pas tellement la maladie comme cela se fait en Europe. Moi, je me demande pourquoi un pays africain, au lieu de suivre bêtement les blancs, pourquoi ne pas profiter du moins, je ne sais pas pour s'en sortir économiquement, mais eux aussi, ils se comportent, ils font les choses. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais je pense que eux aussi, bon, je ne sais pas si vous me comprenez. On a compris. Je vous suis. Ok. Réagir? Oui, allez-y. Oui, mais dans mes interventions sur les réseaux sociaux, je réponds à ce dernier.
j'ai toujours appelé les Africains, la diaspora, à investir dans l'agro-business. Parce que c'est notre ère. Les nègres doivent remonter et l'Occident doit basculer. Nous sommes dans l'ère du verseau et nous devons reprendre du terrain. Revenez, investissez dans l'agro-business. C'est ce que je leur dis. Mais le blanc, étant parfum de ce qui va de leur sort, a tout fait pour nous dire il faut que vous puissiez nous accompagner dans ce gros, dans ce gros mensonge. Je le dis, je pèse mes mots. Et nous allons vous payer en retour. Non. Et tous les autres pays sont braqués et on leur envoie de l'argent. Ils disent on nous a fait tel don de telle nature. C'est du business, mais ça ne nous profitera pas. Nous devons laisser ces gens-là péricliter dans leur Covid et nous enrichir à leurs dépens en les nourrissant. Ils doivent maintenant demander, c'est à nous de produire pour les ravitailler en denrées et de première. Non, mais en fait, selon vous, c'est une opportunité pour l'Afrique de se développer. Justement, c'est une opportunité. Mais en faisant quoi, par exemple? Et c'est pour, en faisant l'agro-business? L'agro-business. C'est suffisant? Parce que nous ne sommes pas suffisamment industrialisés. Mais ils peuvent continuer avec leur industrie polluante. Mais nous allons faire de l'agriculture bio. Ils ont déjà pollué leur terre, intoxiqué leur environnement. C'est à nous de leur envoyer des aliments propres. Aujourd'hui, on doit se pointer en ravitailleur. Mais voilà qu'on nous embrigade, on tord nos business, on fait des bouclages ici et là, le problème de la savane. Mais la savane, c'est essentiellement rural. Lorsqu'on dit on boucle ces zones-là, mais c'est de la misère. Il n'y a aucun accompagnement pour ces gens-là. Mais c'est de l'essoufflement. On est en train d'étouffer cette zone. Or, c'est une zone socio-économique par excellence. Parce que là, dès qu'il y a des gens, il y a des activités. Il n'y a pas que la géographie. Mais lorsque vous les étouffez, cette zone-là ne nourrit plus le hinterland. Et c'est dommage. Mais je sais que de là-bas, ça va revenir et on nous bloque pendant tout le temps où nous devons nous réorganiser pour pouvoir les accompagner en tant que ravitailleurs et bénéficier de leur malheur qu'ils ont créé par eux-mêmes. Bien, merci. Vous avez suffisamment évoqué la situation de la Covid. Mais c'est que ça me préoccupe. Oui, je vais vous poser des questions. Au point de me rendre même fou. Ça me préoccupe. Au moment où se pose cette question, c'est vrai que les autorités prennent beaucoup d'initiatives. Depuis, il y a eu l'histoire des coups-feux et les bouclages et tout. Récemment, le gouvernement togolais a fait le bilan des 100 jours du nouveau gouvernement. Donc, il y a eu plusieurs déclarations qui ont été faites durant toute cette période. J'ai pris quelques-unes de ces déclarations-là et je voudrais avoir votre réaction après ces déclarations. Par exemple, il y a ces déclarations du ministre Gilbert Bara à propos de ce qu'on a dénommé ici le pétrole gate. Il a dit qu'il n'y a rien de plus faux. Est-ce que vous pensez la même chose ou pas? Au fait, dans toute cette fausseté qu'il prétend être, moi, je trouve des vérités immuables. Parce que le monsieur a étayé cette situation-là par des arguments. Lorsque vous suivez son argumentaire, vous sentez une certaine logique, une certaine véracité. Je parle comment on l'appelle? Parlez du journaliste? Je parle du journaliste. Ferdinand Haïté. Mais vous sentez quand même une certaine véracité dedans. C'est pour cela que moi, je n'aimerais pas en faire une lecture. Parce que ma lecture sera purement politique. Parce que si tel est qu'on déclare cette situation vraie, mais ça va éclabousser beaucoup de la classe politique, y compris lui-même. Mais ne voulant pas se laisser éclabousser, il ne peut que déclarer que c'est faux. Donc, je n'aimerais pas m'aventurer. C'est vrai qu'il y a eu un audit qui a été commandité par les autorités. Et l'audit a été écarté. Au-delà, oui, justement, je voulais... Pourquoi l'audit doit être écarté? On nous dit que l'audit est postérieur à la situation. Mais vous savez, il y a eu des procès qui ont été donnés, conclus, avant l'ère de l'ADN.
Et lorsque l'ère de l'ADN est arrivée, on est retourné à ces procès pour faire l'appréciation et ensuite revenir sur le procès. On ne peut pas dire que parce que en son temps, il n'y avait pas tel audit, alors l'audit ne va pas être versé au dossier. Je dis non. Pourquoi on fait alors les enquêtes? Lorsqu'il y a une situation qui naît et qu'on ne comprend pas, on peut diligenter une enquête. Mais le ministère, le juge d'instruction est là pourquoi? Mais il est là pour instruire un dossier et avoir tous les éléments possibles pour étayer le dossier et éclairer la lanterne du juge du siège. Alors, qu'on nous dise, ça là c'est écarté parce que on se dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. C'est pour cela que je n'aimerais pas rentrer dans ce débat hautement économico-politique pour encore m'attirer des flèches. Voilà. On vous tire des flèches? On tire sur vous? Ceux qui ne seraient pas d'accord vont tirer sur vous. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure qu'on m'avait traité de tous les noms de danger public au moment où j'essayais de façon mathématique de démontrer que la bavette c'est noté, c'est noté. Voilà. Donc, s'il vous plaît, d'autres réactions, c'est celle du ministre Christian Trigon. Il a insisté sur la volonté des autorités à continuer par implanter des infrastructures. Par exemple, il a envisagé le lancement d'une voie Lomé Saint-Cassé, une voie de 600 km. Et on a même une idée sur la date de la livraison, ami, 2024. Mon cher ami, beaucoup de projets en amont à une période électorale ou à une consultation régionale qui se prépare sont beaucoup plus politiques. Mais cette voie Lomé Saint-Cassé, combien de fois on nous l'a présenté? On nous a même présenté un corridor nord-sud, vous vous rappelez? Ça a été. Donc, ne plongez pas dans les déclarations politiques. Attendons de voir. Attendons de voir. Donc cette annonce pour vous, c'est une déclaration politique? Dès que c'est en amont à une annonce, disons à une préparation, une consultation régionale, je me dis, beaucoup de choses vont se faire pour fasciner l'électorat. En fait, et ça va servir même de programme d'élection. Donc, on nous a beaucoup longtemps vanté ces infrastructures-là. Saint-Pélégrin ou bien quelque chose. C'est déjà construit. Mais c'est en voie, c'est en voie. Ça fait combien de retard? C'est en voie de construction. Ça fait 2-3 ans d'années de retard. Pas 2-3 ans quand même. Non, mais à la veille des élections, on nous a vanté. Est-ce que les élections régionales sont aussi importantes que ça pour que le gouvernement soit finalement décidé à faire des annonces n'importe comment comme celle-là? Les élections régionales accompagnent la décentralisation. C'est important. Si vraiment on veut se lancer, soutenir, consolider la décentralisation, c'est important. Mais si c'était autant important, on l'aurait fait depuis. Voilà ce que je peux vous dire. Et autre annonce maintenant, celle-là, elle est du Premier ministre qui a estimé que la pauvreté a reculé. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, les avis sont partagés. La pauvreté a reculé au Togo, c'est une annonce également du gouvernement. Est-ce que vous avez le même sentiment chez vous là-bas? Nous, la classe pauvre s'enfonce, s'enlise. Mais quand vous dites et souvent, sur le plan économique... Vous êtes dans cette classe-là, vous? Si, je suis dans cette classe. Sur le plan économique... Vous êtes pauvre? Mais, entre-temps, j'ai dû écrire à Nadeb pour m'accompagner en vivre et c'était même resté lettre morte. En tant que chef coutumier, que j'ai beaucoup de gens à ma cour et que je n'ai plus de ressources, de m'accompagner, c'est resté lettre morte. Aujourd'hui, je trime pour le quotidien et pour joindre les deux bouts. Parce que j'ai des enfants, des gens à charge. Okay? Donc, cette classe majoritaire qui est misérable depuis, dont on a souvent fait allusion, s'enlise plutôt au moment où la minorité riche, bourgeoise, est en train
de s'élever. Et le ministre Trimois fait partie de cette minorité bourgeoise. Non, mais en fait, cette déclaration... Oui, c'est vrai que... Elle fait partie de cette minorité bourgeoise et qui fait quand même bon ménage avec la situation qui prévaut. Ce n'est pas eux qui profitent des sur la question de la pauvreté, de sur la question de la pauvreté, je l'attribue au Premier ministre. Je parle du Premier ministre. Entre-temps, vous avez parlé du ministre Trimois, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, tout le gouvernement fait partie de cette minorité qui se sucre. Donc, vous ne ressentez pas ce recul de la pauvreté? Vous n'avez pas vu comment je suis arrivé? Vous êtes bien habillé, là? C'est ce que vous trouvez. Mais vous n'êtes pas bien habillé? Mon tissu coûte 1000 francs. Je suis par rapport à votre truc qui est à 8000 le complet. Donc, c'est que nous avons à peine 2 repas. Moi, là où je suis, j'ai tout fait. Non, vous me faites rire, là. Ben, je ne vous fais pas rire, c'est l'apparence. J'ai tout fait pour réduire mon train. Et j'ai 2 repas. C'est ce que je recommande maintenant aux Togolais pauvres. Faites en sorte à supprimer de votre ration le thé et la bouillie. Et ça vous permet même d'éviter le sucre qui est le sucre synthétique. Vous mangez autour de 10 heures, entre 10 heures et 11 heures, après avoir jeûné, ne serait-ce que quelques heures, puis vers 16 heures, 16h, 17h, vous prenez votre 2e repas et c'est fini. Ça vous permet d'éviter les 3 repas et de vous sentir mieux. Certains n'ont à peine qu'un seul repas par jour à l'aide dans nos contrées reculées. À peine, j'ai dit à peine. Donc parce qu'il arrive qu'ils n'en trouvent pas. Donc on a compris, selon vous, la pauvreté n'est pas ressentie de la même façon, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. On a compris. Comme la classe bourgeoise et les pauvres. Vous êtes de Golfe 1, n'est-ce pas? Oui, je suis du Golfe 1. Oui, de cette commune, on entend bien de choses, notamment liées à l'insécurité, parce qu'on a appris la décapitation d'une jeune dame il n'y a pas très longtemps dans cette zone. On a appris également l'assassinat d'un homme au niveau de Béchâteau. Qu'est-ce qui se passe dans votre zone? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Au fait, dernièrement, j'ai eu à prendre contact avec le maire pour lui exprimer également mes préoccupations, mais axé essentiellement sur le plan coutumier. D'abord, au 4e lac. Au quotidien, il y a des incidents là-bas. Des gens qui viennent à moto garés et puis qui plongent et se noient. Si on n'arrive pas à les récupérer. Des noyés qu'on vient retrouver dans le lac au lendemain. Et ainsi de suite. La décapitation de la dame, là, c'était de la lagune qu'on a retiré le corps. Donc, ça devient tellement préoccupant. Alors, nous l'avons analysé sous l'angle coutumier. Et je lui ai dit de faire en sorte à faire des consultations d'oracle. Maintenant, sur le plan de l'insécurité, pas en bordure donc de ce lac, je peux vous dire que ce n'est pas spécifique au Golfe 1. L'insécurité est un peu partout maintenant. Ce n'est pas spécifique au Golfe 1. Mais pour ces noyades, ces incidents et autres, cela se comprend. Certains accidents également à certains points bien déterminés dans le Golfe 1 s'expliquent également, mais de façon coutumière. Et je n'ai pas manqué de donner mes appréciations. Mais je l'ai dit en qualité de chef coutumier. Et puisque aujourd'hui, nous ne connaissons plus notre place réelle dans le concert local. Sommes-nous aux côtés des maires? Sommes-nous encore représentants de nos populations? Sommes-nous au-dessus ou en dessous? On ne comprend rien. Dans le temps, on se demandait aussi où sommes-nous sur le plan national par rapport aux institutions. Mais dernièrement, nous avons compris que nous sommes sous la botte d'une institution donnée et qui peut décider de notre sort à tout instant. Donc, dans le concert local également de la municipalité, nous voulons également qu'on clarifie notre position pour que nous puissions donner davantage de nous-mêmes en la matière.
Merci beaucoup. C'est sur cette dernière intervention que nous allons clôturer cette émission de ce jour. Je rappelle que notre invité, Togbi Sylvain Dagban, il est le chef traditionnel d'Adakpame et également un cadre du comité d'action pour le renouveau de CAR. L'émission, elle s'achève. Merci à Vincent Selas Bogakudoyo pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 12h. Au revoir. Merci.